Si les autres disent qu'ils vont annuler les titres fonciers des étrangers qui ont acheté des terrains chez eux, pourquoi nous, on ne va pas annuler les titres fonciers des étrangers pour l'hommage de leur propre père? Leur propre père est décédé, je ne suis pas sûr qu'ils ont porté les pailles comme ça pour rendre hommage à leurs propres parents qui sont décédés. Mais ils rivalisaient d'idées là-bas, car on porte comme ça, on porte comme ça, on porte comme ça. Attendez. C'est pour ça que je dis, notre pays est en dérive totale. Les gens qui doivent servir de modèle, les gens d'un certain âge, ils sont devenus des cas sociaux. Si les gens de cet âge-là font ça, les jeunes vont faire comment? Parce que c'est eux que les jeunes suivent. Les jeunes pensent qu'ils sont les modèles. C'est ça la réalité. C'est dommage. Mais bon, voilà. Et beaucoup d'argent sont partis comme ça en fumée. Et voilà, les gens sont partis, ils sont revenus et voilà. J'arrive une seconde. On va ouvrir. Ah ouais. Excusez-moi, je n'ai pas débloqué le micro. Alors, je pense que tout le monde attend cette partie. Et je vais y aller. Je vais charger un peu mes appareils là. Qu'est-ce qu'on nous a dit le 5 février? On nous a dit que Adema est mort dans l'avion qu'il a mené en Israël, machin, tout ça. Qu'il est mort le 5 février, et catastrophe nationale et tout ça. Et donc il y a eu tellement de versions, les gens ont dit ci, les gens ont dit ça. Bref, personne n'a jamais vu le corps. Et personne n'a jamais vu le corps. Et dans certains villages, certains n'ont jamais cru qu'il y a des mains morts. Les gens pensent qu'il y a des mains toujours vivants. Bref, on a diffusé dans l'opinion de fausses informations, de fausses pistes, tout ça, pour faire croire, ils nous ont donné des versions pour mélanger les gens et tout. Et on va voir la vraie version aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mains morts le 5 février? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des mains morts le 5 février? Est-ce que vous croyez qu'il y a des mains morts dans un avion? Est-ce que vous croyez qu'il y a des mains morts dans l'avion? Est-ce que vous pensez qu'il y a des mains dans le caveau qu'on montre là, la tombe qu'on montre que c'est le caveau de la famille là? Est-ce que vous pensez que son corps est dedans? Eh bien, on va en parler. On va en parler. C'est comme l'histoire de l'accident de Sarakawa. C'est entouré de mystères. Et vous savez,
Les dirigeants des régimes autoritaires, c'est des gens qui sont très fragiles, parfois même des gens des peureux. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils tuent. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils tuent. C'est des gens qui n'aiment pas qu'on leur inflige le traitement qu'ils réservent aux autres. En 91 ou 92, mais je pense que c'est 91, quand Nicolas Ceausescu a été renversé et fusillé sur la place publique en Roumanie, Mobutu, qui était son ami, n'a pas supporté que son ministre de la Communication puisse passer l'extrait du renversement et de la fusillade, et de l'exécution plutôt, de Nicolas Ceausescu à la télévision zaïroise. Il a limogé rapidement le ministre de Dominique Sakombi, le ministre de la Communication et de l'Information. Parce que Mobutu, en revoyant les images de l'exécution de Ceausescu, lui-même, il intériorise sa propre fin. Donc, il a limogé tout de suite son ministre de l'Information, Dominique Sakombi. Hitler, lorsqu'il a appris que son ami et allié, le Duce, Mussolini, Benito Mussolini, a été arrêté et exécuté par les forces alliées et tout ça, en Italie, puisque Mussolini, il a été non seulement exécuté, mais les gens ont fessé son cadavre et ils l'ont traîné par terre. Et Hitler a dit, ça a tellement traumatisé Hitler, la fin de Mussolini, que Hitler a dit que mon corps ne servira pas d'instrument à amuser ces foules hystériques. Mon corps ne servira pas d'instrument à amuser ces foules historiques. D'où il a pris la décision que si quelque chose devait arriver, il ne faut jamais que son corps tombe dans les mains de ses adversaires. C'est pour ça que quand ils se sont suicidés avec sa femme Eva Braun, et quand j'étais à Lomé, j'avais un très bon livre d'Eva Braun. Eva Braun, c'était la compagne de Hitler. Il y a un livre qui a été consacré à Eva Braun et leur chien. Et Hitler, quand les Alliés rentraient à Berlin et dans la résidence d'Hitler, il était déjà pratiquement consumé. Et donc, certains dictateurs sont comme ça. Même dans la mort, ils ne veulent pas que les peuples qu'ils estiment avoir été leurs sujets viennent découvrir leur cadavre. Donc, ils font tout pour partir dans le mystère, pour que le mystère reste le plus longtemps possible. Et Adema n'est pas mort le 5 février. Il n'est pas mort le 5 février. Il n'est pas mort dans l'avion. Déjà, une semaine avant, 4 ou 5 jours avant, il était en très mauvaise forme. Et il avait annulé tous ses rendez-vous à l'OME 2. Et il était au camp, RIT. Et à l'époque, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants, nos camarades de l'université qui avaient fait de l'entrée de l'OME de leur chambre, de leur amphi. Ils allaient lire les motions, ils rédigeaient les motions à tous ceux qui venaient rentrer là-bas. Donc les gens étaient là-bas, les gens avaient des rendez-vous, les gens étaient là. Et comment on les appelle même là? Nos camarades qui restaient sous les arbres là-bas, c'est des sachants, c'est eux qui écrivent les motions. Ils connaissent les termes que Yadema aimait. Donc quand les populations, les ressortissants de tel viennent, les ressortissants de tel viennent pour rentrer à l'OME 2, c'est eux qui écrivent, c'est eux qui rédigent les motions. Ils les rédigent. Les bitosards, voilà. Donc eux, ils étaient sous les arbres parce qu'on leur avait donné des rendez-vous. Les gens étaient là-bas, on a dit que le patron n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc il était déjà dans une situation un peu difficile. Donc il était reclus au camp. Donc, mais il n'y avait rien d'alarmant qui puisse nécessiter que rapidement on puisse l'évacuer. Et donc, à son domicile, au camp là-bas, dans son appartement, il y a une douche avec une porte sécurisée.
Et quand il est à l'intérieur de la douche, il n'y a que lui seul à l'intérieur qui puisse autoriser quelqu'un de l'extérieur à rentrer dans la douche. Quand il est dans la douche est bloquée. Donc, quand quelqu'un veut rentrer dans la douche, il faut que ce soit lui-même qui puisse faire les manœuvres pour que la personne rentre dans la douche. Et donc, dans la nuit du 3 au 4, il a dormi seul. Il a dormi seul. Et c'est le 4 au matin, que l'alerte a été donnée parce que l'eau de la douche coulait à ne pas s'arrêter. Donc les gens se sont dit, mais il se passe quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on a défoncé la porte et on l'a retrouvé. Il était déjà mort dans sa douche, brûlé au 1er degré. C'est ça. C'était le 4, pas le 5, le 4. Alors, il fallait surtout pas que l'information soit ébruitée. Et donc, on a mis en place tout un scénario. On a appelé quelques proches. On a appelé des gens, quelques officiers, on a appelé quelques proches, des médecins. Et on a commencé par jouer tout un théâtre. Il était déjà mort, brûlé au 1er degré. Donc, on jouait au théâtre. On appelait des gens. Ah, le vieux est fatigué, il est agonisant, on a besoin de médicaments, on a besoin de coagulants, anticoagulants, on a besoin de tel appareil. Donc, les gens couraient dans tous les sens. C'était une diversion parce que, comme on l'a découvert le matin à 4 heures, mort dans sa douche, son lavabo, je ne sais pas quoi, on ne pouvait pas le sortir rapidement pour l'envoyer au nord. Ça devait attirer la curiosité des gens au camp, parce qu'il faisait déjà jour. Donc, ils ont organisé un scénario et ils ont commencé par mettre les gens sur des fausses pistes. Qu'il est malade, qu'il est agonisant, il est ci, il est ça. On a même demandé à certains, est-ce que tu peux commander un avion médicalisé? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça. Donc, chacun était sur une piste. Pendant ce temps, on réfléchissait. On réfléchissait à divers scénarios. On réfléchissait jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire, le corps a été découvert le matin du 4, autour de 4h, 3h30, 4h. Et donc, il faisait déjà jour. Et donc, toute la journée du 4, on a joué ce scénario de diversion. Vous voyez, on a missionné les médecins, les gens, tout ça partout. Les gens couraient dans tous les sens. Et donc, jusqu'au soir, une précision. Quand vous avez un chef d'État qui est agonisant, il est malade, il est agonisant. Un chef d'État, hein, ce n'est pas n'importe qui, un chef d'État qui est agonisant. Et qui est malade, agonisant, dans une situation où son pronostic vital est engagé. S'il ne peut pas être soigné dans son pays, vous avez toute une journée pour chercher un avion médicalisé et l'évacuer. C'est-à-dire, dans les 4 heures, 5 heures qui arrivent, un avion médicalisé arrive et le sort du pays. Mais on disait que Yadima était agonisant et qu'il fallait être à son chevet, le soigner. Mais aucun avion médicalisé n'est arrivé. Depuis le matin, le 4, très tôt le matin, jusqu'au soir. Et donc, le soir, ils ont fini de peaufiner leur stratégie. Ils ont décidé d'envoyer le corps à Kara, à Pia. Donc, ils ont bloqué l'aéroport autour de minuit, l'aéroport de Lomé. Ils ont bloqué l'aéroport, ils ont chassé tout le monde autour de minuit. Et ils ont mis le corps sur une civière dans un linceul blanc. Et ils ont mis le corps dans une ambulance pour amener à l'aéroport. L'ambulance qui souvent est dans le cortège des Yadema. Ils ont amené le corps. Donc, vers minuit, c'était déjà la nuit, donc loin des regards des gens. Donc, toute la délégation est rentrée dans l'avion, sa femme, les enfants et tout. Ils sont rentrés dans l'avion, les médecins personnels, tout le monde est rentré dans l'avion, Pitan, tout ça. Je précise Pitan parce que c'est important, je vais en arriver là. Donc, ils arrivent à Kara, 45 minutes de vol. Donc, l'avion a décollé vers 1h à l'aéroport de Lomé, avec le corps dans l'avion présidentiel. Donc, quelqu'un qui est malade, toute la journée, on devait l'évacuer dans un avion médicalisé. On ne le met pas dans un avion présidentiel, c'est commercial. On met le corps dans l'avion présidentiel, on arrive à Kara, et on sort la dépouille de l'avion, et on amène la dépouille
à Pia, dans la maison. Vous savez qu'à Pia, à côté du château ou bien du caveau, là, il y a une morgue là-bas. Il y a une chambre froide qui est une chambre froide d'une morgue qui est collée au caveau là-bas. Donc, dans la journée, avant que le corps soit ramené à Pia, dans les scénarios qu'ils étaient en train de faire, ils ont réussi à mettre la main sur 2 légistes ivoiriens. Les légistes, c'est généralement à la limite les médecins thanatopracteurs. Les thanatopracteurs. Donc, ils ont mis la main sur des légistes ivoiriens et ils ont dépêché le Fouquet pour aller chercher les 2 légistes ivoiriens. Donc, ils ont ramené le corps à Pia et ils ont mis le corps dans la chambre froide qui sert de morgue. Il y a une morgue privée là-bas et tout ça. Et Roch et Toyi sont restés à côté du corps avec les médecins légistes. Donc, quand ils sont arrivés à Niamtougou, c'est une partie de la délégation qui était dans l'avion qui a amené le corps à Pia. L'autre partie était restée dans l'avion. Donc, quand ils ont déposé le corps, le reste, donc, Roch et Toyi sont restés avec les légistes auprès du corps. Le reste de la délégation est reparti dans l'avion. Donc, ils ont simulé un vol. Ils ont simulé un vol d'évacuation. Donc, ils ont fait redécoller l'avion. Puisque la première dame était dans l'avion. Sa fille Béza, Pacha, Fort, Pitan, les médecins, quelques cuisiniers, quelques infirmiers, le personnel. Avec le pilote, reste tout. Ils ont redécollé l'avion. Donc, tout ça, c'était une simulation, le temps de réfléchir, parce qu'il y avait une panique dans la famille. Certains, même quand le papa est décédé, ils ont voulu fuir. Donc, ils ont redécollé. Le temps d'imaginer le scénario qu'ils vont faire. Donc, ils ont redécollé l'avion, dans lequel il n'y avait pas Yadima, mais ils ont fait croire qu'il y avait Yadima dans l'avion qu'on évacuait, parce que la première dame ici y était, en direction d'Israël. Donc, l'avion repart autour de 3h, 2h30, 3h de Niamtougou, en direction d'Israël. Donc, ils sont partis en direction d'Israël, et dans l'avion, ils échafaudaient leur plan. Donc, ils arrivent en Tunisie. Donc, la tour de contrôle a été annoncé que c'est l'avion présidentiel. Donc, l'avion a atterri en Tunisie. L'avion a atterri en Tunisie. Et c'est comme ça que la première dame, le président tunisien Ben Ali n'était pas disponible. La première dame est arrivée pour dire « Ah, ils vont saluer la délégation comme ça parce que c'est le président qui est en train de passer. » Et ils ont prétesté que le président était malade, un peu indisposé, il dormait. Donc, la première dame tunisienne, les gens sont descendus pour la saluer, les Pachas, tout ça, Fort, tout ça sont salués pour la saluer. Donc, ils ont fait le ravitaillement de carburant. Et quand ils ont fini de faire le ravitaillement du carburant, ils se sont débarrassés à Tunis d'une partie du personnel qui était dans l'avion. Parce que ces gens-là qui étaient dans l'avion ne devaient pas être au courant du plan qu'ils vont échafauder avant de revenir pour la prise de pouvoir. Donc, ils ont débarrassé une partie du personnel, ils ont déchargé une partie du personnel à Tunis. Donc, médecins, cuisiniers, les petits, tout ça, à Tunis. Eux, ils ont été ramenés à Lomé par un avion ordinaire. Et donc, l'avion redécolle. Donc, quand ils se sont ravitaillés et ils ont débarrassé l'avion de cette partie du personnel, pour qu'il n'y ait pas des regards indiscrets quand ils vont monter leur plan dans l'avion, l'avion redécolle. Direction Niamtougou. Donc, ils ne sont plus partis en Israël. Ils sont revenus à Niamtougou, où ils ont atterri autour de 11h, 11h30, à l'époque, 11h30, je pense, l'avion a atterri à Niamtougou. Et quand l'avion a atterri à Niamtougou, ils ont fait venir une ambulance au pied de l'avion. Et ils ont simulé, parce que le vol vers Israël était une simulation. Donc, quand l'avion est revenu à Niamtougou, alors que le vrai corps de Yadema était déjà à la maison, ils sont revenus atterrir. Quand ils ont atterri, ils ont simulé la sortie d'un corps de l'avion vers une ambulance. Ils ont pris un truc, ils ont mis un linceul blanc, ils l'ont sorti de l'avion pour le mettre dans l'ambulance. C'est à partir de cette image-là que les rumeurs ont commencé à courir. Parce que les gens à l'aéroport ont vu. Et les rumeurs ont commencé à circuler. Alors que le corps était déjà au domicile
au petit matin, à 1h30, 1h45 ou 2h moins. Le corps était déjà là-bas. Donc, quand ils ont mis le corps à Pia, une partie de la délégation est repartie dans l'avion. Ils ont simulé le voyage. Ils sont arrivés en Tunisie. Ils ont atterri pour se ravitailler. Ils ont débarrassé l'avion d'une partie du personnel. Ils sont revenus à Niamtougou et ils ont simulé comme si c'est maintenant qu'on ramenait le corps de Yadema qu'il était mort dans l'avion. Donc, ils ont sorti quelque chose de l'avion comme un corps à qui ils l'ont couvert de linceul et ils l'ont mis dans une ambulance. Et donc, dans l'avion, il y avait Pitan, donc le mauvais génie, et ils ont échafaudé les plans. Comment ils vont faire la succession? Donc, il y a eu des discussions. On a dit Pacha, on a dit Fort, ceci, machin, tout ça. Et Pitan, pour mélanger les officiers, a griffonné quelque chose qu'ils ont présenté pour la succession comme les dernières volontés de Yadema, à savoir que Yadema voulait que le pouvoir aille à son fils Faure Gnassingbé. C'est Pitan qui a griffonné ça. C'est lui le cerveau. Donc, ils sont revenus donc, à Niamtougou et ils sont retournés au domicile. Donc, quand ils sont retournés au domicile à Pia, maintenant l'information est sortie. Il faut qu'ils reviennent rapidement à Lomé pour gérer les problèmes de succession. Donc, Pacha est rentré rapidement pour gérer les officiers. Entre-temps, quand le décès de Yadema a été constaté, ils ont donné les instructions à tous les officiers TAM. Vous connaissez ce qu'on appelle les officiers TAM. C'est ceux qui ont la charge des armureries et des soutes. Généralement, la plupart sont des fidèles des fidèles. Ils sont généralement de PIA et ils ne reçoivent leurs ordres que de la présidence, même pas de leur chef-corps. Donc, ils ont donné des ordres à ces officiers de PIA et les officiers TAM de verrouiller les soutes et les armureries. C'est la première mesure qu'ils ont prise. La deuxième mesure, quand maintenant le décès a été, les rumeurs ont commencé, Félix Katanga, qui dirigeait la FIR, on l'a chargé de mettre en dissuasion quelques véhicules militaires, notamment des jeeps avec des 12-7 et des chars dans les quartiers, devant les domiciles de quelques généraux et officiers supérieurs, au cas où ces gens-là voulaient se comporter autre, au cas où ces gens-là voulaient passer outre les consignes, quoi. Donc, pour les dissuader. Et donc, quand ils ont déposé le corps, ils sont revenus maintenant à Lomé pour la gestion de la suite de la succession. Donc, Pacha s'est occupé de gérer les militaires avec Félix et tout ça. Fort qui était occupé à d'autres choses. Et ils sont venus annoncer publiquement que Yadema est mort. Et donc, selon Pitan, les dernières volontés du patron quand ils étaient dans l'avion, c'est qu'il faut qu'on confie le pouvoir à son fils. C'est ça. Et donc, ils ont débloqué, ils ont utilisé la carotte et le bâton, c'est-à-dire ils ont mis des militaires en face des maisons de quelques officiers pour les dissuader. Et puis après, ils ont sorti de l'argent des caisses de la douane à l'époque. Les caisses de la douane, ils ont sorti de l'argent, ils ont donné à tous les officiers qui sont venus prêter allégeance 50 millions. C'est avec 50 millions qu'ils ont donné aux officiers. 50 millions qu'ils ont donné à tous les officiers qui sont venus prêter allégeance. 50 millions pour que les gens viennent prêter allégeance. Et l'argent a été sorti des caisses de la douane. Et quand vous vous rappelez qui était DG de la douane à l'époque, vous allez vous rappeler, vous allez faire le lien de tout ce que je suis en train de dire. 50 millions. Et donc, les officiers viennent, ils prêtent serment aux enfants. Et puis, après, il faut gérer les funérailles officielles. Donc, pour les funérailles officielles, on a mis des trucs dans un cercueil factice. Il n'y avait pas de mort dedans. On a mis des trucs dans le cercueil qu'on a amené au Palais des Congrès. Et les gens ont pleuré jusqu'à tomber, se sont roulés au sol il n'y avait aucun cadavre dans ce cercueil et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et
après, ils ont procédé dans l'intimité totale, à l'enterrement de Yadema, dans une tombe traditionnelle. Yadema n'est pas dans le caveau que vous voyez là. Il a été enterré dans une tombe traditionnelle parce que dans leur compréhension, ou c'est pas dans leur chose, c'est un patriarche, c'est un ancêtre. Et dans la tradition, je pense, les ancêtres ne s'enterrent pas comme ça. Donc, ils ont enterré Yadema dans la montagne. Dans la montagne, en intimité. Et rappelez-vous, je vous ai parlé d'un cours d'eau qui descend d'une montagne et qui passe derrière le vestibule de Gnassingbé, autour duquel Yadema faisait beaucoup de mystères. Vous savez, Yadema, il est toujours resté mystérieux. Yadema avait un lien particulier avec tout ce qui est fétichisme et tout ça. Et ce cours d'eau qu'on appelle Aoyo a servi à Yadema à baptiser la boisson Aoyo. Donc, ce cours d'eau, là où ce cours d'eau prend sa source, dans la montagne, c'est là-bas qu'ils ont enterré Yadema, dans la façon traditionnelle, les Kabyles enterrent. Et le lieu où on a enterré Yadema s'appelle Titidé, dans la montagne. Comme par hasard, il y a une de ses filles qui porte ce nom-là. C'est là-bas qu'ils l'ont enterré. Et maintenant, le caveau qui est là, où les gens viennent se prosterner, c'est sa tenue de militaire général, plus sa canne qu'ils ont mis dans ce truc-là. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Maintenant, et donc, Yadema n'est pas c'est sur la montagne qu'ils l'ont enterré de façon traditionnelle. Et Yadema n'est jamais resté dans un cercueil. Depuis sa mort jusqu'à son enterrement, ils ne l'ont jamais mis dans un cercueil. Il a été enterré de façon traditionnelle, sur la montagne. Parce que c'est là où je vous indique, là, sur la montagne, là, c'est là où les gens de Pia font leur plus grande cérémonie. Pour évoquer leurs ancêtres, pour évoquer leurs fétiches et tout. Et comme Yadema avait un lien particulier avec cette histoire de fétiche, je ne sais pas si c'est dans cette dernière volonté, mais c'est là-bas qu'ils l'ont enterré de façon traditionnelle. Et vous posez la question aux Kabyles, comment ils enterrent les patriarches de façon traditionnelle, ils vous diront. Donc, ce que vous voyez qu'on montre, où les gens viennent se prosterner, les gens déposent les fleurs, tout ça, c'est des histoires. Il n'y a que sa tenue de général et sa canne et son chapeau qui se trouvent dans ça. Voyez-vous. Et donc, quand le corps de Yadema a été préparé pour l'enterrement, vous savez, comme c'est le corps qui a brûlé et tout, il y a eu beaucoup de sang, tacheté, les trucs. Quand les thanatopracteurs ont fini de faire leur travail, de revoir le corps et tout ça, le reste, tout ce qu'on a ramassé après qu'on ait traité le corps, ils ont pris ça. Et ils sont allés avec des marabouts ou des féticheurs, appelez-les comme vous voulez, faire des cérémonies aux quatre coins du Togo pour que le pays soit toujours sous leur domination. C'est une pratique diabolique. Vous savez que Yadema a une ferme à Elavagnon. Cette ferme n'est pas à un positionnement gratuit. Et cette ferme est dirigée par les militaires. Vous savez que Yadema a un vaste domaine à Agou, qu'on appelle Yadema Kopé. Quand vous arrivez à Agou en allant vers le Ghana. Vous savez ça? Vous savez ça? Les gens qui sont du côté d'Agou, là, vous savez qu'en prenant la route d'Agou, en allant vers le Ghana, il y a une grande ferme là-bas. Un terrain là-bas qui appartient à Yadema, je ne sais même plus comment on appelle le terrain, mais on appelle ça Yadema Kopé ou quelque chose comme ça. Donc, ces endroits ne sont pas seulement des endroits comme ça. Donc, ils ont pris le reste là, ils sont allés, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'est, ils ont fait des cérémonies pour que le pays ne sorte jamais de leur domination. Voilà comment ça s'est passé. Donc, ceux qui cherchent, voilà, il y a quelqu'un qui me dit qu'un pays kabyle, je fais ça dans le commentaire, qu'on enterre sans cercueil les patriarches.
Je vais lire ça tout à l'heure. Donc, ce qui se passe au Togo est très profond. C'est très, très, très profond. C'est pour ça que quand on parle, les gens racontent des choses et moi, je les regarde. Voilà. Bonne émission. Effectivement, quelqu'un me dit, c'est d'ailleurs quelqu'un de la région de Kara, effectivement, il a été enterré dans la montagne. Et mon vieux était là. Et chaque 3-4 février, ils font des cérémonies là-bas. Il est enterré sans cercueil. Voilà. Parce que ses enfants vont là-bas. Et il y a des vieux qui vont faire des cérémonies là-bas. Les gens qui sont dans un cercle fermé, là-bas, ils savent. Ils savent le lieu que j'ai indiqué. Ils savent. C'est-à-dire, vous savez, 20 ans sont passés. Il y a 20 ans sont passés. Il y a des langues qui se délient. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui ont assisté à des choses. C'est 20 ans quand même. Il y a des gens, parce que Pitan qui était le cerveau, qui a manigancé toutes les histoires, il est décédé. On a vu comment, lui avec Force, ça ne marchait pas très bien, jusqu'à ce que Force l'a garé, il est décédé. Batia, il est en prison. Il est en prison. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, il y a des gens qui étaient dans l'avion, il y a des pilotes, il y a des gens qui font des confidences. Si tu es un journaliste bien formé, tu peux mettre la main sur une, deux personnes qui étaient peut-être un jour dans cette histoire-là, il y a 20 ans quand même. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc, il y a Katanga qui est en prison, voilà, il y a des gens qui parlent. Et Adema n'est jamais mort le 5 février. Donc, c'est quand ils sont revenus de leur vol de simulation de la Tunisie et tout ça, et qui sont revenus à Pia, qui sont descendus à Lomé pour annoncer officiellement l'événement dans la soirée du 5. Il est mort le 4. Il est mort le 4. Il est décédé le 4. Et il n'a jamais été enterré dans son château. Il est enterré dans la montagne, au lieu dit Titidé, qui est le lieu de toutes les cérémonies pour invoquer les esprits de Pia là-bas. C'est ça. Donc, tout ce qu'on raconte là, tout le cinéma que vous voyez là, c'est comme l'accident de Sarakawa, quoi. C'est-à-dire que c'est un scénario qui a été écrit, et même les gens, certains qui étaient de cette expédition, vous allez leur demander, ils ne vont jamais vous dire la vérité, parce qu'ils ne veulent pas trahir le serment. Il y a des gens qui étaient de cette délégation, dans l'avion, vous allez les interroger, ils ne vous diront pas la vérité. Et il y a le professeur Pissang qui est aussi décédé, il était dans l'avion, le médecin Tomta, tous ces gens étaient dans l'avion. Tous ces gens étaient dans l'avion. Donc, voilà le mystère qui... Non, Kofi Sama n'était pas là-dedans. Voilà le mystère qui a entouré toute cette histoire-là.